Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le procureur de Bernay vient de mettre en examen le négociant bestiaux et son fils, soupçonnés d'avoir sciemment dissimulé un animal atteint de la maladie de la vache folle. Le procès du dopage s'ouvre demain. Les protagonistes de l'affaire Festina devront, pendant les 3 semaines d'audience à venir, s'expliquer devant le tribunal correctionnel de Lille. Jacques Chirac en Chine, au menu des entretiens avec Jiang Zemin, les questions qui fâchent, celles des droits de l'homme et du Tibet. Pour la première fois, les chiffonniers d'Emmaüs tiennent leur salon en présence de leur fondateur, l'abbé Pierre, une affluence record pour cette journée qui réunissait les centres venus de la France entière. Nouveau développement judiciaire après la commercialisation d'une tonne de viande suspecte en fin d'après-midi. Le négociant qui aurait tenté de dissimuler l'animal atteint de la vache folle a été mis en examen ainsi que son fils. Quant à l'enquête, tout démarre dans cette petite exploitation de Beuzeville dans l'Eure où l'épouse du négociant continue malgré tout de plaider la bonne foi. Loïc Delamornay, Pascal Pueyo. La sanction est tombée en fin d'après-midi. 2 mandats de dépôt pour un négociant en bestiaux et son fils, mis en examen pour tentative de tromperie sur la marchandise. Pour le procureur de Bernay, les 2 hommes savaient qu'une vache destinée à l'abattoir était malade. C'est la raison pour laquelle ils l'auraient écartée du reste du troupeau avant de la représenter à l'abattoir une semaine plus tard. Lors des différents transports du bétail, il sera constaté qu'une vache présentait des signes manifestes de grande faiblesse et avait des difficultés pour sortir du camion. Voici l'exploitation de Beuzeville où a transité la vache malade à l'origine de cette affaire. Une vache issue d'un troupeau de 13 bêtes, élevée puis rachetée par 2 éleveurs différents avant d'atterrir chez ce négociant. Celui-là même qui est aujourd'hui en prison, ainsi que son fils. Son épouse, placée sous contrôle judiciaire, a accepté de nous parler et assure n'avoir jamais remarqué que l'animal était malade. Elle était en pleine forme et elle paissait dans l'herbage. Alors, ils nous ont ramassé tous les produits vétérinaires parce qu'ils nous ont dit « Oui, voilà, vous l'avez gardé une semaine, c'est parce que vous l'avez soigné. » Non, mais n'importe quoi. Vous pensez qu'on prendrait de tels risques? Parce qu'on voit où ça vous amène. Et puis d'abord, bon, il n'y a pas de raison, on n'est quand même pas fous. Selon le négociant, il n'aurait séparé une bête du reste du troupeau que pour de simples raisons de quotas d'abattage. Mais pour les autres exploitants de la région, les responsabilités sont ailleurs. Et on en revient aux célèbres farines animales, toujours autorisées pour l'alimentation des volailles ou des porcs, et dont les éleveurs n'ont pas les moyens de vérifier la composition. Qu'est-ce qu'il y a dans ces farines? Ah, bah j'en sais rien, on n'a pas entendu, il paraît que c'est un peu de tout. C'est des bêtes crevées, quoi. C'est donc une chaîne sans fin jusqu'aux détaillants. Ce boucher, par exemple, ne peut croire qu'en la bonne foi des intermédiaires qui l'ont précédé, et malgré les contrôles vétérinaires, seul l'éleveur d'origine connaît la vérité sur l'alimentation de ses bêtes. Si j'avais une vache folle arrivée ici, je le saurais pas moi-même. Je le saurais parce que derrière, il y en a qui auraient vendu la mèche, il y en a qui auraient fait des examens. Pour beaucoup d'exploitants, c'est une fois de plus un simple intermédiaire qui est mis en cause, alors que les responsabilités devraient être examinées sur toute la chaîne de production. Et cette affaire de la vache folle était dans toutes les conversations des industriels et des producteurs réunis au Salon international de l'alimentation qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Paris. L'inquiétude de toute une profession qui risque d'être discréditée, chacun y allant de son avis ou de ses solutions jusqu'à demander des tests systématiques de dépistage dans les abattoirs. C'est ce que préconise notamment José Bové. Reportage Elisabeth Esley, Guillaume Michel. Depuis ce matin, on cuisine comme si de rien n'était dans les stands du Salon international de l'alimentation. Bien sûr, les producteurs de bœuf sont une fois de plus contrariés, mais restent sereins, y compris à la Soviba, l'entreprise qui a accueilli dans l'un de ses abattoirs la vache malade du négociant de l'Eure. Ici, on se considère plus victime que responsable, mais on reconnaît que les éleveurs ne sont pas sélectionnés. Il n'y a pas de choix particulier, ce sont des systèmes d'approvisionnement tout à fait réguliers. L'identification des animaux et les systèmes de traçabilité mis en place permettent, je dirais, d'assurer une certaine fiabilité du système et permettent en tout cas de rassurer le consommateur. Est-ce suffisant? Il semble que c'est en amont, avant l'arrivée à l'abattoir, que les règles ne sont pas suffisamment définies, y compris celles de l'alimentation des bêtes. Aujourd'hui, dans toutes les discussions, il y a un grand absent, et je trouve ça un petit peu particulier, c'est le fabricant d'aliments, qui, à mon sens, est quand même très concerné et est à l'origine
de pas mal de soucis que nous avons eus ces dernières années. Cette revendication est aussi celle de José Bové suite aux événements d'hier. Aujourd'hui, il y a nécessité qu'il y ait une transparence totale et que les farines animales ne puissent plus être distribuées, même pas à 0,3%, à aucun taux pour les herbivores. Rassurant, c'est le cas dans les pays d'Amérique du Sud qui ont été scientifiquement reconnus exempts de la maladie de la vache folle. Troublant en revanche, du bœuf anglais dans une vitrine en France, alors que l'importation en est totalement interdite. Il y aurait une tolérance pour le salon de l'alimentation. Cette viande, ne pouvant intéresser que des acheteurs étrangers, ne sera ni déballée ni goûtée. Et puis avant de refermer ce dossier, un premier cas de vache folle apparu dans les Vosges. L'ensemble du troupeau a été abattu. La fin du sommet du Caire, les mots sonnaient fort, mais la résolution finale est plutôt modérée. Pas de rupture totale des relations avec Israël. Les plus radicaux n'auront pas eu gain de cause. Un sommet qui déçoit les Palestiniens qui attendaient une aide financière immédiate. Bernard Lebrun. Pour ce dimanche, 1 heure de débat seulement, une séance très courte pour adopter un texte somme toute très modéré. La cause palestinienne fait l'unanimité. Yasser Arafat a obtenu du Caire la condamnation verbale d'Israël, jugé unique responsable des violences. C'était évidemment le minimum attendu des 22 membres de la Ligue arabe, tout comme les condoléances aux familles des victimes. 2 fondations financières sont créées, dont l'une portera le nom d'Al-Aqsa. Sur le milliard de pétrodollars alloués, 200 millions serviront à apaiser la douleur des veuves et orphelins. Et 800 millions destinés au développement de la Cisjordanie et de Gaza contribueront peut-être à apaiser les esprits. Mais achète-t-on le retour au calme? Troisième point important, signé et contre-signé à l'instant, le recours obligé aux Nations Unies. Les 21 signataires seulement, car la Libye s'est retirée hier soir, demandent à l'ONU d'enquêter sur le niveau de responsabilité personnelle de certains militaires et hommes politiques israéliens. Allusion très claire au déclenchement des violences après la visite du 28 septembre d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées. Nous avons choisi la paix, mais la paix des forts. C'est l'une des phrases de conclusion de l'un des membres les plus intransigeants de ce sommet, le Syrien Bachar el-Assad. Le sommet s'est bien gardé de rompre toute relation diplomatique avec Israël, car il n'espère qu'une chose, qu'Israël, à l'aune de ce texte très modéré, décide de poursuivre le processus de paix. Et voyons à présent les réactions en effet tant en Israël que dans les territoires. Ehud Barak a salué les efforts du président égyptien qui a œuvré pour la modération. Mais à la lecture des résultats de ce sommet, le Premier ministre israélien a aussitôt décrété une pause dans le processus de paix. Charles Anderlin. Ehud Barak persiste et signe. La pause dans le processus de paix va durer aussi longtemps que les violences se poursuivront dans les territoires palestiniens. Une décision qui ne plaît pas à la gauche de son gouvernement, à Shimon Peres qui la qualifie d'antidémocratique, et à Yossi Beilin, le ministre de la Justice, un des artisans des accords d'Oslo. Nous n'avons pas le luxe de faire une telle pause car nous n'avons que peu de temps. Nous n'avons pas d'autre choix que de négocier et chercher une solution. La solution est au coin de la rue. Bill Clinton, déçu lui aussi, a téléphoné à M. Barak pour lui faire part de son mécontentement. Chez les Palestiniens, réaction lapidaire de Yasser Arafat, que le gouvernement israélien aille au diable, a dit le chef de l'OLP à son retour à Gaza, où il a trouvé une rue palestinienne profondément déçue par les résolutions du sommet arabe. Marwan Barghouti, le chef du Fatah en Cisjordanie, les a qualifiées d'insuffisantes, alors que le djihad islamique considère le milliard de dollars accordé aux Palestiniens comme un pot de vin. Israël, pour sa part, a accueilli dans la cacophonie les décisions du sommet du Caire, saluant dans la matinée une victoire de la sagesse dans le monde arabe, puis quelques heures plus tard, condamnant, je cite, le langage de la menace. Rien dans tout cela ne peut contribuer à ramener le calme. Partout, à nouveau, Palestiniens et militaires israéliens se sont affrontés. Il y a 4 morts et des centaines de blessés palestiniens. Et en direct de Jérusalem, Charles Anderlin, la semaine qui s'annonce pourrait bien marquer un tournant dans la politique israélienne avec d'une part donc cette interruption du processus de paix et d'autre part la formation d'un gouvernement d'union nationale. Tout à fait. Israéliens et Palestiniens sont dans un scénario de fuite en avant. M. Barak, en décrétant cette pause dans le processus de paix, prépare l'entrée au gouvernement de la droite nationaliste dirigée par le général Ariel Sharon. Cela sera un message également pour les Palestiniens, pas de négociation, rien dans le cadre d'un tel gouvernement
qui ne pourra pas faire avancer le processus de paix. C'était le cas dans le passé pour tous les gouvernements d'union nationale qui sont des cabinets en fait de blocage. Chez les Palestiniens, on est très déçus par les résolutions modérées du sommet arabe du Caire et on mise sur l'intifada, sur l'opinion publique arabe. Et dernière nouvelle, ce qui vient d'arriver il y a moins d'une heure, de nouvelles rafales d'armes automatiques ont été tirées à Jérusalem sur le quartier de Gilo au sud de la ville. Depuis le secteur autonome, le secteur palestinien de Beit Jalla, les chars israéliens ont riposté à la mitrailleuse. Pour l'instant, on en est là, mais la situation est extrêmement tendue. Merci de ces précisions, Charles Anderlin. En France, le procès du dopage à partir de demain avec les principaux protagonistes de l'affaire Festina qui devront rendre compte devant le tribunal correctionnel de Lille. 3 semaines d'audience au total pour entendre une dizaine de personnes, dont Richard Virenque et Willy Voet, le soigneur belge écroué en plein Tour de France. Le rappel de ce scandale qui a éclaboussé le monde du cyclisme professionnel, Dominique Verdaillan et Alain Poirier. Le champion et son soigneur, Richard Virenque et Willy Voet, c'est la fable du Tour de France 1997. 2 ans plus tard, Willy Voet est sur le bord de la route comme un simple spectateur. Richard Virenque a perdu son maillot à poids de grimpeur, il a changé d'équipe. Et Willy Voet verse une larme. Amis devant le sport, ils sont ennemis devant la justice. L'affaire Festina débute à ce poste frontière franco-belge. Le 8 juillet 1998, Willy Voet, soigneur de l'équipe, est arrêté avec une cargaison de produits dopants. Willy Voet, le soigneur, mais aussi Bruno Roussel, le directeur sportif, et Eric Ricard, le médecin, sont incarcérés. Le mot tant redouté par le monde sportif est prononcé dopage. Le Tour de France 98 vit au rythme des gardes à vue, des perquisitions, des contrôles antidopage. Le sport passe au second plan, le malaise est général. À Tarascon, le peloton met pied à terre. Jean-Marie Leblanc doit parlementer. Le peloton vient de mettre pied à terre. Du côté des coureurs, le coup de pédale n'est plus ce qu'il était. Richard Virenque se montre plutôt agacé. Vous croyez qu'on allait être en prison peut-être? Non. C'est peut-être l'espoir des médias pour que le feuilleton de l'été... Feuilleton de l'été, le mot est juste. Le 17 juillet, la direction du Tour rajoute un épisode. Nous avons pris la décision d'exclure l'équipe Festina du Tour de France à compter de ce jour. Vive le Tour de France 98 et je remercie le public qui a été qui nous a énormément soutenus et je donne rendez-vous l'année prochaine. Merci. Tour de France 97, qu'est-ce que Richard Virenque a... Avant d'écrire un livre, Willy Voet tenait des carnets inscrits noir sur blanc, surlignés en rose, en jaune et en vert, les doses qu'il donnait à ses coureurs. C'est le principal élément à charge contre Virenque et c'est un argument de défense pour l'avocat de Willy Voet. Mon client a agi sous la contrainte, sur ordre de ses supérieurs hiérarchiques, il a agi sans contrepartie financière et surtout il a agi sans imaginer qu'il pouvait s'agir d'une infraction pénale, tellement le phénomène était banal et couramment pratiqué. Hier, Gilbert Collard assurait la défense de Virenque. Ils se sont quittés bons amis et aujourd'hui l'avocat assiste les coureurs assis sur le banc des victimes. Si on avait voulu vraiment aller jusqu'au bout des questions légitimes qu'on pourrait se poser, eh bien, il faudrait très directement s'en prendre à ceux qui organisent les contrats sportifs, les épreuves. Au fait, vous vous souvenez qui a gagné le Tour de France en 98? Marco Pantani, actuellement jugé en Italie pour dopage. Ce dimanche, jour d'élection législative partielle, d'abord à Belfort, où Jean-Pierre Chevènement, qui était donné largement favori, a été élu. L'ancien ministre de l'Intérieur, démissionnaire de son poste en septembre dernier, retrouve donc son siège de député avec 66% des voix. L'abstention est restée très forte puisque seuls 41% des électeurs sont allés voter. Et puis à Fécamp, après la démission de Frédéric Bredin, qui quitte la politique, le maire socialiste Patrick Jeanne a été élu avec 50,7% des voix face au candidat de l'opposition Daniel Fidelin, qui est maire et conseiller général démocratie libérale de Mannevillette. Concernant maintenant le financement occulte du RPR et l'éventuelle responsabilité du chef de l'État, je vous propose d'écouter la réaction d'Alain Juppé, qui était à la mi-journée l'invité de Paul Amar. Voici donc ce que déclarait l'ancien Premier ministre. Les gens le savent bien quand ils voient leurs élus locaux au travail. Ils savent bien qu'ils ne sont pas là pour s'en mettre plein les poches, mais qu'ils sont là pour servir. Alors, il faut laisser faire la justice.
Vous me dites que le chef de l'État doit s'expliquer, mais je voudrais insister sur un point. Il n'y a pas d'immunité pénale du chef de l'État, contrairement à ce qu'on a dit. Ce n'est pas vrai. Il y a simplement, je vais utiliser le vocabulaire des juristes, ce qu'on appelle un privilège de juridiction, c'est-à-dire qu'il n'est pas responsable devant les mêmes tribunaux que vous et moi, parce qu'il est le chef de l'État. Mais sa responsabilité peut parfaitement être mise en jeu devant la haute cour. Donc je voudrais bien insister sur ce point, il n'est pas au-dessus des lois. Édouard Balladur, au grand jury RTL Le Monde, a souhaité une fusion de la droite après les élections municipales de mars prochain. Les Français sont excédés de nos divisions. Ils en sont scandalisés. Seule solution, la fusion des partis de droite. Fin de citation. La suite du voyage de Jacques Chirac en Chine. Avant de rejoindre Pékin ce soir, le chef de l'État français à Jiangsu s'est entretenu dans la journée avec Jiang Zemin. En termes diplomatiques, un dialogue franc et direct, mais une certaine tension en réalité lorsque Jacques Chirac a évoqué la question des droits de l'homme et du Tibet. Véronique Saint-Olive, Didier Rancoeur. Visite retour. Un an après son déplacement en Corrèze, le président Jiang Zemin a voulu lui aussi recevoir le président français dans sa ville natale. Mais Jiangsu, avec ses 500 000 habitants, n'est pas Saran. Bernadette Chirac n'est pas là et il n'est pas question de valse. Pour les passants, l'hôte étranger est une attraction. Mais entre les deux présidents, cette fois, le cœur n'y est pas vraiment. La France a vendu récemment un satellite à Taïwan et la Chine n'apprécie pas. Cette crise de confiance tombe mal. La Chine, avec plus d'1 milliard d'habitants, connaît aujourd'hui une formidable croissance, ouvre des marchés vertigineux et intégrera demain l'Organisation mondiale du commerce. Alors pour contrer l'hégémonie américaine et renforcer ses liens ici, l'Europe doit faire vite. Et puis il y a le problème lancinant des droits de l'homme. Là aussi, Jacques Chirac marche sur des œufs. Cet après-midi à Pékin, devant la communauté française, le président de la République a tenté de concilier fermeté et souplesse. Au moment où la Chine s'ouvre au monde dans les domaines économiques et sociaux, au moment où son rôle politique s'affirme chaque jour davantage, j'ai la conviction qu'elle prendra toute sa place dans le grand mouvement des idées et des hommes de notre temps. Demain, Jacques Chirac changera 2 fois de casquette. Président de l'Union européenne d'abord pour un bref sommet avec ses homologues européens et asiatiques, puis président de la République française pour 4 heures de rencontres franco-chinoises. Une visite officielle tellement courte qu'elle pourra figurer au livre des records. Parmi les sujets qui fâchent, nous venons de vous le dire, la vente conclue l'an dernier par Aérospatiale Matra avec Taïwan d'un satellite d'observation, Pékin considérant qu'il s'agit d'un satellite à usage militaire. Les relations entre la Chine communiste et Taïwan sont, c'est vrai, toujours très tendues, chacun restant sur le qui-vive, mais les lois du marché ont pris le dessus, comme le montre ce reportage de Philippe Rochaud et Tristan Lebras. C'est pas mal. Je vois une maison sur l'île. Il y a des gens, un bateau. À l'horizon, c'est Taïwan, la Chine non communiste que Pékin entend bien récupérer un jour. Mais Taïwan a lancé une offensive commerciale sans précédent et refuse de rentrer dans le giron de la Chine rouge. Tout ça, c'est une histoire de famille. De toute façon, Taïwan nous reviendra bien un jour ou l'autre. Des manœuvres militaires ont lieu régulièrement dans le détroit de Taïwan et le slogan lancé par les communistes chinois « Un pays, 2 systèmes, il faut unifier la Chine » peut être lu à la jumelle de Taïwan. 25 ans après la mort de Mao Tse-tung, Taïwan est resté rebelle face à la Chine communiste. Mais les rapports ont bien changé. Cet homme est par exemple responsable des abris anti-aériens de la ville de Fuzhou face à Taïwan. Et aujourd'hui, il a fait aménager ses bunkers en supermarchés. La guerre peut être déclenchée avec Taïwan, mais le commerce ne doit pas perdre ses droits. Tout ça, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas prêt à la guerre, au contraire. Bien sûr, on espère qu'elle n'aura pas lieu, mais il faut toujours être préparé. Et nous le sommes. Mais si Taïwan accentue son offensive sur la Chine communiste, c'est surtout en matière de commerce. Taïwan ouvre des dizaines de supermarchés dans les villes de Chine qui bordent le détroit, à la grande satisfaction des nouveaux consommateurs qui ne rejettent pas les produits fabriqués à Taïwan. Les entreprises taïwanaises viennent s'installer ici. Ça stimule l'économie, ça augmente les revenus et ça aide à résoudre le problème du chômage. Le dernier modèle de voiture taïwanaise importé sur le continent fait également fureur chez les jeunes. Et cette entreprise de Taïwan qui construit sur le continent un modèle d'estafette très prisé des Chinois
va produire 40 000 voitures par année. Moi, je suis taïwanais, mais ma famille est originaire de cette région où l'usine est installée. On a la même culture et la même langue. Il y a seulement une séparation d'à peu près 50 ans. Avec un simple bateau de pêche, on peut être à Taïwan en quelques 30 minutes. C'est dire si l'île est proche. Il n'y a pourtant ni liaison maritime, ni liaison aérienne. Mais l'offensive commerciale lancée par les Taïwanais est un élément capital du rapprochement entre les deux côtés. C'est dans le calme que s'est déroulé le premier tour des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. 5,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour un scrutin d'importance, 10 mois après le coup d'État du général Gueye. Au coude à coude, semble-t-il, le chef de la junte militaire et le leader socialiste Laurent Gbagbo. Une élection controversée où se profile l'ombre de la fraude électorale. Au Pays basque espagnol, un nouvel attentat, cette fois-ci à la voiture piégée. C'est un gardien de prison qui a été tué ce matin à Vitoria, dans son propre garage. Cet attentat fait suite à une manifestation anti-ETA qui a rassemblé 150 000 personnes à Bilbao. En France, les chiffonniers d'Emmaüs tiennent pour la première fois un salon et il y avait du monde à la porte de Versailles. Près de 100 000 personnes attirées notamment par la présence de l'abbé Pierre. Le produit de cette journée viendra aider l'organisation à mieux travailler notamment en Afrique et en Amérique latine. Portrait à présent de l'un de ses membres, autrefois à la rue et aujourd'hui prêt à tendre la main comme ce fut le cas pour lui. Reportage Marc Maisonneuve, Daniel Lévy. Je suis SDF, je suis ici mais... je suis rien, du moment que vous n'êtes plus rien, vous pouvez que monter, quoi. Quand vous avez connu l'enfer, enfin, je veux dire, personnellement, quoi, mon enfer personnel, il n'y a plus rien qui peut me faire peur, non. Sébastien, Jean-Claude et les autres le disent. L'enfer de la misère, c'est d'abord la solitude. Ensemble, on peut refaire le monde. À Emmaüs, c'est plus qu'un slogan, c'est une façon de vivre. Quand on n'a plus rien d'autre que ce que les autres vous donnent. Jean-Claude est arrivé il y a 9 ans dans la communauté. Pour 1200 francs par mois, nourri, logé, blanchi, comme il dit, Jean-Claude est ripper. Il porte et ramasse tout ce que la communauté pourra revendre. Compagnon comme tous les autres, si son passé n'appartient qu'à lui, son avenir est celui de la communauté. Nous, on est là parce que tu as besoin, quoi. On est un peu plus que toi, donc on va faire avec toi ce que les autres ont fait pour toi, quoi, en fait. Pour aider et aider encore d'autres arrivants, Jean-Claude, avec les 37 compagnons de Longjumeau, permettent à la communauté de réaliser un chiffre d'affaires de 5 millions de francs annuels, et ce, rien qu'avec la vente de la récupération. On est tous Emmaüsiens. C'est important. Chacun avec son truc, mais chaque truc, ça fait un gros truc. L'idée remonte à 1949, quand l'abbé Pierre a créé Emmaüs pour lutter contre la misère. La misère n'a pas été vaincue, mais l'abbé Pierre non plus. Il y a eu une demande. Je ne suis pas pessimiste sur l'avenir de l'humanité, mais je ne suis pas dupe. Je suis convaincu que tant que nous ne sommes pas tous ici des saints canonisés, n'est-ce pas, il y aura des déceptions. Alors Emmaüs est devenu une multinationale de la solidarité qui a son site web. Car les compagnons de la misère, eux aussi, se sont adaptés. Il y a 59 ans, jour pour jour, sous l'Allemagne nazie, 27 résistants ont été fusillés à Châteaubriand. Leurs noms vous sont familiers, certains comme Guy Moquet ont leur rue ou leur station de métro. Aujourd'hui à Montreuil, une stèle leur a été dédiée. Reportage Sophie Mézel, Bruno Livertou. L'atmosphère était lourde de menaces cet après-midi du 22 octobre 1941. Les soldats SS étaient à la porte de sa ferme, lui interdisant de sortir, lui interdisant de voir. Un peu plus bas, dans la carrière de sable qui servait de champ de tir, 27 hommes venaient d'être fusillés pour l'exemple, pour faire trembler la France. Je voyais bien les corps dans le camion. Et avec les chaos du chemin, le sang coulait. À flot, le chemin était rouge de sang. Les obsèques du lieutenant-colonel Hotz. 2 jours plus tôt, 3 jeunes communistes avaient abattu un colonel SS dans les rues de Nantes. Hitler avait prévenu, si les coupables ne se rendaient pas sur le champ, des otages seraient exécutés. Des hommes furent désignés, tous du camp de Choiseul, dont les baraquements de bois recouvraient l'herbe de cette prairie tranquille. Odette et Paulette y furent internées de longs mois, avec des syndicalistes, des élus communistes ou des étudiants comme elles, dont le seul crime avait été de distribuer des tracts, parmi eux leur copain Guy Moquet, 17 ans. On est allé discuter avec lui, il dit je sais pas, ça a l'air bizarre ce qui va se passer, pourvu qu'il y a les gendarmes ils ont doublé les gardes, etc. Il va certainement se passer quelque chose. Alors je dis,
tu vois toujours des choses, t'es pessimiste. Dès le lendemain, Guy Môquet fut emmené avec 26 compagnons d'infortune vers la mort. Tous chantaient la Marseillaise. Tous ont refusé qu'on leur bande les yeux. Ils devinrent les martyrs de la France, un électrochoc pour ressouder la résistance. Alors que nous étions dans la carrière de sable avec Simone Robert, des écoliers visitaient le mémorial. La rencontre s'est produite tout naturellement. Guy Môquet, vous l'avez reconnu? Ben, je l'ai reconnu, je ne le connaissais pas. J'ai vu qu'il y avait un jeune. Il y avait 2 jeunes même. Je les voyais de ma maison. Pour la première fois sans doute, ces gamins de 10 ans venaient de plonger dans le vif de l'histoire. Leur livre de cours, c'est sûr, ils ne le liraient plus comme avant. L'actualité sportive avec d'abord le Grand Prix de Malaisie, dernière épreuve du championnat du monde de Formule 1. La course s'est achevée ce matin et c'est l'Allemand Michael Schumacher qui a remporté le Grand Prix, devançant David Coulthard sur McLaren et le Brésilien Barrichello. L'écurie Ferrari conserve le championnat du monde des constructeurs 2000 avec la victoire de son pilote fétiche Schumacher. Aux Jeux paralympiques de Sydney, la France conserve la 6e place au classement et pour la première fois se déroule jusqu'à la fin de la semaine prochaine une épreuve de voile avec en lice un seul Français qui a une bonne chance de médaille. Christophe Duchéron, Frédéric Basile. Sur son petit bateau blanc, au milieu de la baie, soit dit en passant la meilleure place pour apprécier le spectacle de Sydney, Philippe Ball s'entraîne. Ni le vent, ni la mer ne savent que Philippe est paraplégique. Un accident de voiture. Ça fait 10 ans qu'il ne marche plus. Ça fait 30 ans qu'il navigue. Rien n'est impossible dans la vie, il suffit de le vouloir. Et bon, il faut se donner des challenges. Moi, je me suis donné il y a 10 ans, quand je suis arrivé en fauteuil roulant, le challenge de développer un peu la voile handisport en France. Eh bien, j'ai la chance aujourd'hui que ce soit moi qui représente la France aux Jeux. Bon, j'en suis fier quelque part. Hein. Quand on aime les vaches, on va au salon de l'agriculture. Quand on aime le bateau à Sydney, on va faire un tour au musée maritime. Ne vous fiez pas aux apparences, malgré sa tête de marin breton et son chapeau de crocodile Dundee, Philippe vit à Nancy. Lorrain est fier de l'être. Ancien chef d'entreprise dans la tuyauterie, il touche aujourd'hui une petite pension et ne vit simplement que pour le bateau. C'est une passion, une vie, c'est un tout. Bon, sans bateau, je ne sais pas aujourd'hui ce que je deviendrais, quoi, en fait. Hier au programme, les 2 premières régates, 17 nations au départ. Philippe est un fin régatier, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il est 3e au classement et il a des espoirs de médaille si le vent capricieux de Sydney lui laisse sa chance. Le soir au ponton, il raconte sa course, il raconte sa vie. Il est encore sur un bateau. On sent bien qu'il est heureux. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui a cassé ce bateau, d'ailleurs. L'univers du jeu, de tous les jeux, jeux d'aventure ou jeux de rôle, présente dans un salon qui leur est exclusivement consacré. Il intéresse autant les ados que les adultes. Avec ces derniers temps, l'immersion dans le monde virtuel. Dorothée Cochard, Vincent Ferreira. Salut à toi, guerrier. Bienvenue dans notre univers. Cet univers, c'est celui de ceux que l'on appelle les gamers. Ces accros du jeu venus trouver au salon de nouvelles histoires à raconter ou à vivre. Jeux de rôle, jeux d'aventure, à coups de dés, de pions, de figurines et de plus en plus de CD-ROM. Dans le jeu vidéo, c'est très bien que l'histoire a été écrite, mais on joue dans l'histoire. On a vraiment l'impression qu'ils nous parlent, quoi, les personnages. Je n'ai plus la force. Il faut que vous y alliez à ma place. Ramenez l'œuf des oiseaux blancs en Amazon, je vous en prie. Benoît Socal a travaillé 3 ans à l'élaboration de ce jeu vidéo. C'est lui qui en a conçu l'histoire et les personnages. Artiste de bande dessinée, le monde du jeu vidéo s'est comme imposé à lui. D'habitude, quand on fait un portrait, eh bien,
on est coincé par l'angle de vue qu'on a décidé. Là, on va pouvoir regarder son crâne, ses narines, un peu dans tous les sens, le manipuler et puis en plus l'animer. Restent les complications du scénario. Chaque joueur doit pouvoir choisir son chemin dans l'univers inventé, autant de possibilités qu'il faut minutieusement prévoir. En fait, on sait bien, on donne une illusion de liberté aux joueurs, mais comme derrière il y a une programmation qui va suivre, forcément c'est une liberté surveillée, et c'est même pas du tout de liberté. Et vraiment quand je sens, évidemment je le vois pas, mais quand j'imagine que le joueur est complètement pris dans cet univers, est complètement dedans, je crois que c'est réussi. Cinéma avec la sortie mercredi prochain du dernier film de Ken Loach. Comme à l'accoutumée, le cinéaste anglais nous propose avec Bread and Roses, du pain et des roses, une pâture sociale. Mais cette fois-ci aux portes d'Hollywood, l'envers du décor, dans ces gratte-ciel où la nuit entrent en scène les équipes de nettoyage. Pascal Deschamps. Il fallait s'y attendre quand Ken Loach s'aventure sur les terres hollywoodiennes. Ce n'est certes pas pour y compter les aventures du énième sauveur du monde ou de la coiffeuse qui épouse un milliardaire. Non, lui, ce qui l'intéresse, ce sont plutôt les immigrés mexicains exploités par les sociétés de nettoyage. Qui valent rien. Tu sais, il y a plein de gens qui m'écrivent pour me supplier d'avoir un travail ici. Tu te rends compte? Je te prends pour rendre service à Rosa, pour que tu puisses avoir des papiers. Tu vois, des papiers bien en règle. Alors pour ça, je prends une commission. Le film se déroule dans cette espèce de monde parallèle, le monde de ces ouvriers qui font le ménage à Los Angeles, qui gardent les enfants des riches, qui tondent la pelouse et qui sont invisibles. Dans le cinéma américain, on ne vous explique pas vraiment que l'Amérique, ce rêve de blanc, se construit aux dépens de tous ceux qui travaillent. Le film de Ken Loach raconte la lutte de ces gens pour le droit de se syndiquer pour l'assurance maladie. Mais pour cela, il nous attache avec humour et sensibilité au pas de Maya, Elia et les autres. Mais là-dedans un peu de rythme, tu vois, tu fais de grands pas, et puis tu balances un peu les fesses, les épaules, ou alors les hanches, et puis tu reviens en arrière, tu recommences à côté. Tu vois, c'est comme si tu dansais, d'accord? Ken Loach ne se lasse pas de nous raconter toujours la même histoire, une histoire de lutte pour les droits des plus faibles. Je suis témoin. Vous avez été humilié, insulté. Vous avez été licencié. Parce que, nous dit-il, cette histoire n'est pas terminée. D'ailleurs, quelques mois après le tournage du film, plusieurs hôtels réservés pour les conventionnels démocrates à Los Angeles ont été occupés par les personnels de ménage en grève. Nous voulons du pain, mais nous voulons aussi des roses. Le chanteur sénégalais Youssou N'Dour hier soir sur la scène de Bercy pour la première fois, un spectacle en deux parties assemblant les différentes facettes de l'artiste. D'un côté, musique avec Zazie ou d'autres invités, puis place au bal africain. Reportage Dominique Barouche, Delphine Detry. Hier à Bercy, Youssou faisait son Johnny. Comme Hallyday à Las Vegas, il entraîne dans son sillage une centaine de fans de Dakar. De France aussi, les Africains n'ont pas manqué le rendez-vous. C'est pour montrer au monde entier que nous avons des jeunes. Quand je dis toute ma famille, il y a mes frères, il y a mes soeurs, il y a tout le monde. Je suis ivoirien, mais c'est l'Afrique, moi, Zazie ou Césaria Evora, pour son premier passage au Palais Omnisport, le griot sénégalais recevait les vedettes du monde. À la reprise, adieu Boubou, adieu Paris. Nous voici transportés à Dakar. Le thermomètre grimpe, mais pour le chanteur, entre deux mondes, son cœur balance. Je me lasserai en restant sur une de ces styles-là, parce que bon, ça devient difficile, je nagerai dans un truc où je me trouve. Mais le fait de rebondir dans ces deux styles me garde encore avec beaucoup plus de passion dans la musique. Rien d'évident. En attendant le succès de son dernier disque, formaté à l'occidental, Youssou N'Dour a tout à gagner d'un retour au village.
Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle le principal titre. Le procureur de Bernay vient de mettre en examen et incarcérer le négociant bestiaux et son fils, soupçonnés d'avoir sciemment dissimulé un animal atteint de la maladie de la vache folle. Quant à Carrefour, la société vient de décider de retirer de la vente tous les steaks hachés et abats de marque Soviba Villers-Bocage. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, 20h50 votre série Urgence, 1h20 le dernier journal, Jean-Claude Renaud. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Françoise David recevra Bertrand Delanoë. À 13h, vous retrouverez le journal et Gérard Rolfs. À 20h, Claude Sérillon. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.